Merci Laetitia, merci Imagination de nous recevoir et merci d'être venus si nombreux. Donc cette conférence qu'on a intitulée La transparence est-elle nécessaire à l'harmonie, on l'a travaillé dans nos différents ateliers philo qu'on a proposés. Donc on a travaillé aussi à travers de différents groupes de recherche, donc c'est une thématique qui va englober finalement plusieurs pensées. Et donc on va étudier aujourd'hui ce thème de la transparence et on va voir la relation que ça a avec l'harmonie, et notamment, comme on a dit Laetitia, d'un point de vue de l'évolution de la conscience. C'est vraiment cet axe qui nous intéresse, nous, personnellement. Donc, dans un premier temps, il nous faut définir ce qu'on entend par harmonie. Donc, tout au long de la conférence, on va considérer l'harmonie comme étant le principe d'une juste relation entre deux opposés qui sont complémentaires et solidaires. Donc, pour illustrer ces deux polarités, on va prendre l'exemple, par exemple, dans le Tao, on a le yin et le yang. Alors, ces deux polarités, on voit bien, elles ne s'opposent pas de manière conflictuelle, mais par contre, elles se transforment l'une dans l'autre. Et elles sont interdépendantes. Donc, on parle avec ces deux polarités d'une unité fondamentale que l'on nomme, dans d'autres cultures, par exemple, l'esprit et la matière. Donc, de ce point de vue-là, matière et esprit sont emmêlés, tous les deux, c'est une vibration. Et on va considérer la matière comme de l'esprit, mais à une vibration très basse. Et inversement, on considère l'esprit comme de la matière à une vibration très élevée. Les deux sont un, mais à une vibration sur des niveaux différents. Donc ces polarités, on les retrouve de partout, en toutes choses, et elles s'expriment au travers d'un troisième élément qu'on va appeler la conscience, et qu'on appelle aussi l'âme. Donc là, âme et conscience, pendant toute la conférence, c'est la même chose. C'est les deux polarités qui s'unissent et qui se rencontrent en un point. Donc la conscience, c'est ni de l'esprit pur, ni de la matière brute, c'est vraiment la relation vivante entre les deux. Et ça, on pourrait l'appeler l'aspect amour, qui marie avec intelligence ses opposés pour répondre d'un but d'unité. Donc en tant qu'âme, on peut dire qu'on est un pont entre deux mondes. Un monde abstrait, donc qu'on va nommer l'esprit, et un monde concret qui est en relation, lui, plus avec la matière. Et ces deux mondes, tout semble les opposer. On a un monde abstrait qu'on considère hors du temps, hors de l'espace. On va dire qu'il s'agit du monde des causes. Ce qui le caractérise, c'est parce qu'il est éternel, indéfinissable. Et il concerne tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'intangible, de l'indéfini. Il s'agit d'un monde informel. Et le monde concret, lui, il est relié au temps, à l'espace, et il s'agit du monde de la manifestation. Le monde des effets, qui se caractérise par ce qui est changeant, temporaire, définissable. C'est donc le monde visible, tangible, quantifiable, identifiable, mesurable. Donc là, il s'agit du monde des formes, des apparences. C'est le plan qu'on appelle le plan de la matérialité et qui permet de vivre l'expérience de la naissance et de la mort, autrement dit, de l'incarnation. Et nous, on va retrouver cette dualité, bien sûr, au sein de notre humanité, entre celles et ceux qui ont foi en un au-delà du visible, et celles et ceux qui ont foi uniquement dans le monde concret. Donc parler d'harmonie, avec une vision aussi duelle de la réalité, pourrait nous paraître complètement vain. Mais notre intention, c'est bien sûr d'unir ces deux opposés, de parler de cette union. Et on va donc poursuivre pour que entre nous, il règne finalement une plus grande harmonie. Donc pour cela, il va falloir qu'on aborde aussi la notion de transparence. Donc en physique, la transparence, ça marque le passage d'un milieu à un autre lorsqu'il n'y a ni perte, ni altération de l'information qui est initialement contenue. Mais dans le passage, il y a eu une interaction. Autrement dit, la transparence, c'est une interaction qui n'efface rien de l'information originelle. Donc par exemple, si de la lumière, elle passe à travers un filtre,
On imagine un filtre transparent et incolore. Alors je dis incolore parce qu'il y a des filtres qui sont transparents mais colorés. On pense aux vitraux dans les églises. Donc là, un filtre transparent et incolore, il en ressort sans déformation. La lumière passe et ressort sans déformation, bien qu'elle ait interagi avec la vitre. Donc ça, c'est d'un point de vue physique, et d'un point de vue de la conscience, ça va être la même chose. On va dire que lorsque la présence de l'âme rayonne à travers la forme, l'être intérieur transparaît à travers l'existence sans aucune résistance. Donc ça va être la définition de la transparence d'un point de vue de la conscience. Mais notre question, c'est, la transparence est-elle nécessaire à l'harmonie? Donc on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que la transparence est nécessaire à l'harmonie à toutes les étapes du développement de la conscience? Et principalement dans la conscience humaine. Donc l'âme, dans la conscience du règne humain, doit apprendre à développer un pouvoir créateur, c'est-à-dire apprendre à dominer la matière. Et pour cela, l'âme ou la conscience, elle a un plan. Il y a d'abord toute une période d'involution où l'âme va pénétrer les profondeurs de la matière. Donc elle se voile de matière dense et elle s'enferme dans une forme qu'elle va créer pour son propre dessein. La conscience est alors complètement voilée et c'est l'obscurité qui va dominer. Son but, c'est de devenir consciente d'elle-même, afin de servir une conscience plus large, une conscience d'unité, pour lequel elle s'est réellement incarnée. Donc ainsi, de cycle en cycle, elle va se créer ce qu'on appelle une personnalité, c'est-à-dire un outil qui va être en matière physique, en matière éthérique, en matière émotionnelle, en matière mentale. Donc là, on distingue différents corps d'un outil qu'on va nommer la personnalité. Ainsi, l'humain va pouvoir progresser dans le développement de sa soi-conscience en tant que forme. Et puis, plus les êtres évoluent, plus ils avancent, plus ils vont apprendre à se questionner, et notamment questionner l'origine de la manifestation. Alors la conscience, elle va chercher à remonter à l'origine des causes. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous? Et comment notre humanité en est arrivée à où elle en est aujourd'hui? Alors, une première tendance va être à aller chercher des réponses dans le passé, ce qui va nous inscrire dans le déroulé d'une histoire. Mais si on en restait là, on ne ferait que subir le passé. Et pour être créateur, ça va nous demander de penser notre avenir au présent. Pour cela, ça implique d'être passeur d'idées nouvelles. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau concret vient de la déclinaison d'idées qui ne sont pas encore incarnées. Donc on va préciser un peu. D'un point de vue fondamental, une idée, elle est toujours universelle, toujours impersonnelle et toujours atemporelle. Mais lorsque cette idée va se diffuser au sein du mental de l'humanité, celui-ci, il n'est pas encore transparent. Du coup, l'idée va être récupérée et déformée. Et du coup, elle ne correspond plus à l'idée originelle. Elle devient alors ce qu'on appelle une opinion ou une croyance. Et ce qui est harmonie au départ, eh bien, ça devient disharmonie. L'idée est récupérée personnellement, engendrant un certain nombre d'injustes relations et de conflits. Donc, on va reprendre l'exemple qu'on a donné au début de la conférence avec la relation unitaire du yin et du yang. Le yin, c'est considéré comme étant le principe féminin, le récepteur, qui est associé en général à l'intériorité. Ça symbolise aussi la nuit, l'obscurité, la matière. Et le yang, c'est le principe masculin. Donc l'émetteur, celui qui est associé à l'extériorité, qui symbolise le jour, la lumière et l'esprit. Ces deux principes sont deux opposés complémentaires
où l'un est dans l'autre et inversement, mais interprétés selon un état de conscience égoïste. On va donc les séparer, ce qui va engendrer une polarisation et un certain nombre de croyances et d'illusions. Le masculin va devenir le fort, le dominant, celui qui affirme la direction, et le féminin sera le faible, le dominé, celui qui obéit. Et notre identification à une polarité plutôt qu'à une autre, ça va engendrer d'injustes relations. Par exemple, le colonialisme. Un pays colonisateur, il va se prendre pour le principe masculin. Celui qui est fort, qui est juste, qui se prend pour la lumière et qui va imposer sa loi. L'autre pays, le colonisé, il va être, lui, le principe féminin, qui baigne dans l'obscurité. Il est donc soumis, faible, et il va devoir obéir pour son bien. À l'intérieur d'une nation, autre exemple, l'idée de la monarchie. On a le roi, qui est né d'essence divine, qui est le principe masculin. Et on a le peuple, de l'autre côté, qui lui est soumis et faible et qui doit obéir. Le principe féminin. On retrouve bien sûr aussi cette relation avec un dictateur et son peuple. Celui qui représente la loi, la force, le pouvoir, qui va dominer, qui dirige la population, face à un groupe qui doit se soumettre et obéir. Donc bien sûr, on retrouve ce rapport en fractal jusque dans nos relations de couple, où l'homme serait le fort, la femme le faible, jusque dans notre grammaire éducative, où le masculin l'emporte sur le féminin. Alors que dire de l'harmonie dans les relations ? On trouve une harmonie relative à un certain développement de conscience, et tout va bien tant qu'on accepte de s'identifier à une polarité plutôt qu'à une autre, et de jouer le rôle social qui lui correspond. Mais il s'agit d'une harmonie superficielle, et même temporaire, même si le temporaire, des fois, nous paraît un peu, voire très long. Car l'humanité évolue en conscience. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec une multitude d'individus qui ont développé la conscience d'un moi-je. Et donc le refus de se soumettre à une autorité extérieure, à un diktat social, et bien de ce refus va naître des conflits de plus en plus criants qu'on voit aujourd'hui. Ce qui va laisser transparaître toujours plus d'obscurité, une obscurité dans laquelle nous baignons. Et de là, bon nombre d'entre nous remettent en question cette fausse harmonie pour qu'elle vienne de plus justes relations entre les peuples, entre les hommes, entre les femmes, entre les valeurs essentielles qui nous animent et aussi leur mise en œuvre. Alors aujourd'hui, on le voit, deux visions se confrontent au sein de l'humanité. La vision d'un état de conscience matérialiste, avec un but de croissance personnelle. Et la vision d'un état de conscience d'ensemble, avec un but d'épanouissement de nos qualités d'être, pour concourir à l'avènement de plus justes relations. Donc le développement d'un état de conscience de groupe, ça conduit chaque cellule de l'humanité concernée à reconnaître la valeur essentielle de l'humanité. Et ça nous inscrit sur un chemin de responsabilité envers l'ensemble des terriens. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour que les idées de cet état de conscience d'ensemble transparaissent jusque sur le terrain ? Donc tout d'abord, il faut qu'on observe que lutter contre toute forme d'injuste relation, ça renforce le pouvoir des formes et donc ça amplifie le conflit. Pour autant, il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, d'ignorer la disharmonie, mais de répondre de l'action juste en fonction du nouvel état de conscience que l'on cherche à déployer. Donc pour ça, par exemple, on va demander toujours plus de transparence. On peut voir la transparence comme la possibilité d'avoir accès à toutes les données, à toutes les informations. On pose la question d'où est-ce que ça vient ? Où ça va ? Dans quelles conditions ça a été produit ? Au nom de quoi et qu'est-ce que ça alimente ? Et là, la transparence, ça peut se confondre avec un « tout doit être dévoilé ».
Tout doit être su et rien ne doit être caché. Et sous couvert de bonnes intentions, l'idée initiale peut engendrer l'exigence de la transparence, qui nourrit la surveillance, le contrôle, ce qui va stimuler la peur et amplifier l'opacité et les injustes relations. D'un autre côté, on peut se poser la question si nous sommes capables de recevoir et de traiter vraiment toutes les informations. On voit bien que dans notre société, on essaye qu'une information puisse être traitée en fonction de l'âge de la personne qui la reçoit. Par exemple, un enfant, il est protégé de certaines informations qu'il n'est pas en mesure de traiter. Et donc qui ne participent pas de son épanouissement. Et bien, il en est de même d'un point de vue de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, elle donne toujours l'information, c'est-à-dire une impulsion nécessaire au progrès de conscience dont il est l'heure. Mais on voit que nous, aujourd'hui, on est plein de bonnes intentions. Et on est dirigé par la nécessité de plus justes relations. Et on demande la transparence. Mais sommes-nous vraiment assez innocuites pour ne pas nous rebeller face à la révélation de certaines tromperies ou de certaines laideurs apparentes? Sommes-nous suffisamment innocuites pour traiter l'information à partir d'un état de conscience d'ensemble? Autrement dit, on demande que toute la lumière soit faite, mais sommes-nous prêts à plonger dans toute notre obscurité? Car lorsque nous réalisons que ce que nous voyons et comprenons dans le monde est le miroir de notre propre intériorité, l'idée de transparence et d'harmonie sont revisitées dans la relation intime du moi au soi. Donc là, je dis le soi avec un grand majuscule. On parle de l'âme, du coup. Donc, il va s'entamer une lente reconnaissance qui va ébranler l'image que l'on a de soi-même. Qu'est-ce que ma lecture des événements du monde, de ma relation aux autres, disent de moi? Qu'est-ce que j'en vis et qu'est-ce que j'en comprends? Donc, chemin faisant, on commence à être plus au clair avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses intentions, avec ses actions. Et conscient que la lumière de la réalité passe par le filtre plus ou moins épuré de ma personnalité, qui voit le monde en violet, en bleu, en vert, en jaune, en orange, en rouge, eh bien, j'apprends à relativiser mon point de vue, afin de ne pas entrer en confrontation avec l'interprétation d'autres filtres que le mien. Et conscient que ce qui se passe en moi m'appartient, j'apprends à parler en mon nom et à réguler mes états. Donc là, il s'agit d'un véritable point de bascule qui mène vers un peu plus d'harmonie, un peu plus de justesse dans notre existence, et aussi un peu plus de clarté dans nos relations interpersonnelles. Mais être sincère et vrai avec soi-même et les autres peut nous conduire à confondre la transparence avec une exposition de sa personne et engendrer une amplification de son importance personnelle, ce qui n'est pas le but. Donc pour épurer notre filtre, ça va demander un véritable face-à-face avec soi-même et un face-à-face sans faux semblant avec sa propre conscience. Et ce de manière lucide et sans jugement. Est-ce que ce dont il est l'heure dans mon existence est d'apprendre à répondre à mes besoins personnels, écouter mes émotions, mes ressentis, satisfaire mes désirs? Ou est-ce que c'est l'heure d'obéir et de servir les besoins de l'âme, c'est-à-dire de l'être intérieur? Autrement dit, est-ce qu'il est l'heure de servir mes intérêts ou de servir l'unité? Est-ce que je fais réellement la distinction entre les deux? Donc être clair avec soi-même, ça demande de questionner l'état de conscience auquel nous sommes identifiés, afin de savoir à quelle instance intérieure nous allons obéir et de savoir qui parle en nous. Et de là, se poser la question si nous sommes réellement en harmonie avec nous-mêmes, si nous sommes transparents à l'être intérieur. Donc si l'on reprend toujours cette idée de plus juste relation entre le principe masculin, yang, émetteur, et le principe féminin, yin, récepteur. Notre personnalité
elle est d'un point de vue du corps des désirs l'aspect masculin. Celle qui gère, qui choisit, qui dirige, qui domine, afin d'aligner ces trois instances en un tout cohérent. La personnalité, elle drive alors ce que l'on appelle le petit moi. Elle est donc le chef d'orchestre qui permet de répondre à nos désirs, à nos besoins existentiels et de tenir une certaine note personnelle. Mais la personnalité, c'est aussi l'aspect féminin, l'aspect récepteur d'une instance supérieure, l'âme, qui à son tour cherche à driver la personnalité. L'âme représente alors le côté positif, le yang, l'émetteur. De ce point de vue-là, l'âme est fondamentalement ce qui choisit, qui dirige et qui domine. Et elle avance en unité avec toutes les âmes unies au service d'un même dessein. L'unité du plus haut et du plus bas, de l'intérieur et de l'extérieur, du supérieur et de l'inférieur. Donc la disharmonie, le conflit auquel nous faisons face, est alors le conflit entre l'âme et la personnalité. C'est-à-dire entre deux états de conscience qui se confrontent non seulement au sein de l'humanité, mais en nous-mêmes. Un état de conscience d'ensemble, c'est-à-dire celui de l'âme sur son propre plan, qui ne connaît pas la séparativité, et un état de conscience moi-je, qui lui est centré sur sa personnalité individualiste. Donc le pouvoir magnétique de l'âme appelle la personnalité à obéir intérieurement à sa présence. Ce qui nous conduit à conscientiser qu'en tant que personnalité, nous sommes le reflet, l'ombre de l'âme, l'effet du monde des causes. Que c'est l'âme qui construit, qui nourrit, qui élève la personnalité pour ses propres desseins. Donc c'est ici, à ce point d'évolution, afin que l'harmonie règne en maître d'œuvre, que la transparence devient une nécessité. Parce qu'il va s'agir d'œuvrer à laisser transparaître toutes nos qualités d'être et la vision de ce soi supérieur à travers notre propre existence. Donc je le redis, l'âme pense en termes d'unité. Et les idées qu'elle propose sont des idées impersonnelles qui ont pour but de servir le progrès de conscience de la conscience humaine. Et non l'amélioration du confort dans l'existence. C'est l'intention de cultiver la conscience de groupe, c'est-à-dire de vivre, de penser et d'agir à partir d'une vision unitaire. Elle émerge au sein de l'humanité, c'est que l'idée que nous sommes fondamentalement un est diffusée sur le réseau mental par l'âme de l'humanité. Et on le voit, nous sommes nombreux aujourd'hui à y être sensibles. Mais rappelons-nous que lorsqu'une nouvelle idée émerge, les hommes et les femmes qui y sont sensibles, c'est-à-dire nous, déforment l'idée en faisant un idéal personnel. Nous ne faisons donc qu'effleurer cette réalité d'unité et ce que cela implique comme réajustement et comme transformation. Cependant, il est toujours bon et nécessaire de continuer de s'éduquer, de s'entraider à la reconnaissance de notre interdépendance et d'apprendre à penser en termes de coopération et aussi d'éco-responsabilité. Mais comme nous l'avons vu au début de la conférence, l'âme marie en permanence les opposés au service du tout. Il va donc s'agir de transférer notre conscience sur ce plan pour apprendre à marier en conscience les opposés et ainsi agir en tant qu'âme. Donc pour celles et ceux qui font l'expérience de la méditation et qui apprennent à passer d'un point personnel séparé du tout à un état d'unité. Ils vivent, ils ressentent, ils éprouvent un espace sans frontières, un espace de paix, de beauté, de lumière, d'amour, au sein duquel, en tant qu'âme, ensemble, nous baignons tous. Mais bien souvent, après ce temps de méditation, les portes semblent se refermer et le quotidien devient un vrai champ de bataille, oscillant entre un « tout va bien » et « rien ne va plus ». Et la dualité entre ces deux niveaux vibratoires
est telle que trouver un point d'équilibre devient une nécessité d'être au monde. Donc on le voit, il s'agit d'un véritable travail qui nous engage à sortir du mirage de la séparativité et de la confrontation entre les extrêmes. Donc pour que l'harmonie règne, nous devons alors apprendre à reconnaître nos attitudes séparatives, celles qui alimentent le conflit. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître le fonctionnement séparateur de notre personnalité qui divise et qui nourrit les clivages. Donc pour cela, une des qualités essentielles à cultiver, c'est l'humilité. Donc l'humilité implique de choisir consciemment de renoncer à notre orgueil qui se cache dans les recoins obscurs de nos relations quotidiennes. L'orgueil, c'est la force de notre personnalité, celle qui nous permet de nous donner de l'importance. L'orgueil se développe au travers de la comparaison avec les autres, que je sois plus que je sois moins que. Il permet d'apprendre à se définir et parvenir à une estimation personnelle de soi en se donnant des bons ou des mauvais points. L'orgueilleux brille en société par son sentiment d'être à part, d'être différent, ce qui nourrit forcément la séparativité, ce qui conduit aussi à la critique et alimente le conflit, qu'il soit déclaré ou caché. L'orgueil s'exprime au travers d'un moi et eux, d'un nous et eux. Donc il naît de l'appropriation personnelle des vibrations de l'âme et se caractérise par un « je sais ce qui doit être », « je connais la vérité », « je bâtis le monde de demain », « je suis suprasensible aux énergies », « j'ai tout compris », ou encore « je suis un élu », ou bien d'autres formes d'expression. Donc à grande échelle, l'orgueil s'affiche à travers l'expansionnisme et de l'appropriation personnelle de ce qui appartient à l'ensemble au bénéfice d'une partie seulement du tout. Donc l'ingérence étant alors sous couvert de bonnes intentions, le désir d'instaurer et d'étendre sa vision, donc la vision qui est la mieux, au reste du monde. Donc à notre échelle, un bon repère pour se délester de l'orgueil est d'identifier la critique que nous alimentons, car non seulement elle alimente la séparation, mais elle témoigne également de notre ignorance. Donc prenons un exemple. Sommes-nous, au cours d'une journée, toujours sur le même niveau de conscience ? Si on prenait 5 minutes d'une seule journée, et qu'à partir de là, nous définissions la totalité de ce que nous sommes, nous aurions nécessairement une vision très limitée et limitante de la réalité. Il en est de même concernant les événements du monde, sociaux ou familiaux. Notre vision limitée à une période, à un événement, à un détail, nous empêche de voir la beauté d'un plan global d'évolution. Identifiés au temps et à l'espace, nous focalisons sur le temporaire. Mais en apprenant à resituer ce qui se joue en apparence, dans le courant d'une évolution qui est cyclique de la conscience, on apprend petit à petit à cultiver le détachement. Le détachement quant aux effets qui sont le reflet d'un état de conscience antérieur à celui qui nous incombe de servir. Donc l'humilité n'est ni modestie sociale, ni dévalorisation personnelle. Elle n'est pas une attitude morale, mais la disparition progressive de l'illusion du moi séparé. Et elle ouvre la voie à la fois à la lucidité et au détachement. Elle résulte d'un choix qui est conscient de renoncer à se prendre pour le centre du monde, le centre du groupe ou de toute relation. Donc cette qualité nous conduit à un alignement, à une réalité plus vaste que soi et une identification progressive à l'âme en toute chose. Dans nos relations quotidiennes, elle nous invite à relativiser notre point de vue et à prendre en compte celui de notre prochain. À élargir notre vision afin de ne point s'arrêter à l'immédiatement visible. Donc l'état de conscience de groupe inclut tous les états de conscience qui lui sont inférieurs. En ce sens,
il permet de tracer un pont de l'obscurité à la lumière, de l'irréel au réel et du chaos à la beauté. L'humilité nous conduit à être de plus en plus réceptifs à l'essentiel derrière les apparences et nous permet d'apprendre à choisir entre nourrir la séparativité ou servir la cohésion de groupe. Donc pour conclure, quant à savoir si la transparence est nécessaire à l'harmonie, cela dépend du point de vue de l'état de conscience que nous développons. Tant que nous développons l'importance personnelle, nous cultivons la séparativité, et ce qui compte, c'est une harmonie personnelle. Dans ce contexte-là, certains diront qu'il vaut mieux un mensonge qui apaise qu'une vérité qui ébranle. Quand d'autres diront qu'il est préférable de tout connaître et de tout se dire pour être en paix avec soi et les autres, quand bien même cela nourrirait un conflit. Mais cette relation à la transparence vise une harmonie personnelle par une identification au monde concret. Donc dans un premier temps, il s'agit de mettre en place un certain nombre de lois et de méthodes pour un résultat pratique qui satisfont la partie. A contrario, sur le chemin de l'évolution, pour que l'harmonie règne, cela implique de bien connaître les polarités dont nous sommes porteurs, afin de cycle en cycle à apprendre à marier en conscience les extrêmes. L'harmonie est alors perçue comme un but subjectif qui vise à déployer nos qualités d'être au bénéfice de l'ensemble. La transparence, quant à elle, nous permet de voir à travers le monde des apparences ce qui nous unit essentiellement. Et ainsi, contribuer à notre mesure à l'avènement d'un monde meilleur. Je vous remercie pour votre attention.